Bonjour les amis et bienvenue chez Roda High-Tech. Dans cette séance, nous allons continuer avec notre exploration de la robotique mobile et principalement nous allons nous attaquer aux premiers problèmes liés à la robotique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est toujours important pour nous de vous rappeler tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Mais juste une parenthèse, il faudrait noter que nous avons reçu une question de la part de nos abonnés qui a posé une question assez intéressante où il disait, voilà, je cite, il a bien compris la méthodologie en ce qui concerne la modélisation, que ce soit la modélisation géométrique ou bien la modélisation cinématique. Et il souhaiterait autant pour nous avoir un exercice, d'accord, avec des données d'une façon plus concrète, pour qu'il puisse être capable de pouvoir appliquer ses connaissances. Donc, juste pour dire, juste pour dire à cet abonné, ne vous inquiétez pas, nous allons faire des exercices sur notre chaîne YouTube. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner, d'activer la fenêtre de notification. Une fois qu'on va terminer avec la playlist sur l'initiation ou bien les bases de la robotique mobile, on va avancer ensemble avec des exercices. Et dans les exercices, vous aurez des cas pratiques de la localisation, de la modélisation, que ce soit géométrique ou bien cinématique. Donc, c'était juste une parenthèse par rapport à notre abonné de la dernière fois. Et nous vous remercions une fois de plus pour vos différentes questions, que ce soit en commentaire ou bien par mail. Maintenant, pour revenir à l'essentiel de notre formation, vous devez comprendre que ceux-là qui n'ont pas encore suivi la formation ou bien cette vidéo sur la modélisation, ça va être un peu compliqué pour vous de mieux appréhender ce qu'on va aborder aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant de localiser un robot, il est primordial pour nous de connaître son modèle géométrique et son modèle cinématique. Donc, si vous n'avez pas encore suivi cela, c'est l'occasion pour vous de pouvoir rentrer et regarder cette vidéo-là pour mieux comprendre comment on prouve les équations, on prouve les vitesses linéaires, les vitesses cinématiques et bien d'autres. Sinon, si vous avez déjà compris cela, c'est une très bonne chose. On va donc continuer avec notre exploration ensemble. Maintenant, pourquoi localiser un robot et quelles sont les techniques qu'on utilise pour localiser un robot? Vous devez comprendre que lorsqu'on a notre robot, par exemple, comme ceci d'une façon donnée, on va peut-être déposer ça là quelque part. Nous, d'une façon formelle, on sait que notre robot est posé sur la table. Mais est-ce que le robot, lui, il sait que lui, il est posé sur la table? Non. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que le robot puisse appliquer une certaine technique pour permettre au robot de connaître sa position déjà par rapport à lui-même, d'accord, ainsi que par rapport à la table et l'environnement. C'est pourquoi on va avoir des techniques de localisation qu'on va déployer ensemble tout au long de cette formation. Et comme technique de localisation, on a en quelques mots simplement, on a la localisation grâce au capteur. Donc on va entrer en détail, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous figer un peu, pour vous donner une idée globale sur ce qu'on va voir. Donc on va parler de la localisation grâce au capteur. Donc le robot pourra être capable de se localiser simplement en utilisant ces capteurs qui soient extérieurs ou proprioceptifs. Donc, on va avancer avec ce qu'on appelle la localisation grâce à l'odométrie. L'odométrie, c'est quoi? C'est simplement ce mot issu du grec qui signifie, en fait, issu des deux mots grecs, à savoir odos qui signifie voyage et mécros qui signifie mesure. Donc, le mot d'amotage voudrait dire que l'odométrie, c'est la mesure du voyage, mais d'une façon scientifique. On ne peut pas définir l'odométrie comme ça, mais on peut définir l'odométrie comme une technique qui permet de mesurer la vitesse d'un corps en mouvement. Donc, étant donné que l'incertitude odométrie, on a ces instituts-là qui faussent les calculs dus aux déformations des roues, de l'environnement et bien d'autres là, on va aussi regarder le cas de la localisation avec les balisages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de déterminer la position de nos robots grâce à des balises. On peut avoir peut-être une balise, deux balises et bien d'autres. Donc chaque technique a ses avantages et ses inconvénients qu'on va présenter d'une façon progressive. On va terminer notre programme sur la localisation en utilisant ce qu'on appelle la technique de la localisation par fusion des données. Donc cette technique qui permet de retrouver la position unique du robot en fusionnant, si on peut dire comme ça, les données issues des capteurs proprioceptifs et des capteurs extéroceptifs. Ne vous inquiétez pas pour les deux mots, on va expliquer tout cela pendant cette séance-ci. Donc, cette localisation maintenant par fusion de données, en utilisant cela, on va donc mettre sur pied ce qu'on appelle, on va travailler avec ce qu'on appelle le filtre de Kalman. Si le modèle il est linéaire, maintenant si le modèle il est non linéaire, on va travailler plutôt avec le filtre de Kalman étendu. Donc, voilà un peu en gros l'essentiel de ce qui nous attend aujourd'hui pendant cette série de formations sur la localisation. Donc, pour résumer, on va travailler en quelques mots donc, sur
la localisation grâce au capteur, on va vous présenter la localisation grâce à l'odométrie. Lorsque les capteurs ne sont pas fonctionnels, ou bien si les capteurs tombent en panne, comment on fait pour se localiser? On peut utiliser les techniques de l'odométrie. Étant donné que l'odométrie est aussi inexacte, comme on a dit tout à l'heure, voie du frottement, la déformation des roues et bien d'autres les hypothèses, on va regarder également la localisation grâce au balisage. Donc, on va être capable de localiser notre robot grâce à un repère par rapport au monde, ou bien peut-être 2, 3, ou bien N balises. Donc, toujours dans le souci de connaître la position exacte de notre robot pour être sûr que la position qu'on va donner va correspondre à la position unique du robot, on va continuer ou bien terminer notre chapitre sur la localisation en s'intéressant à la localisation avec fusion des données. Voilà un peu d'une façon figée le programme de notre formation en ce qui concerne la localisation. Donc, vous avez déjà une idée sur les différentes techniques qu'on utilise pour localiser un robot. Comme d'habitude, vous savez que chez Rodin High-Tech, on essaye le temps d'un peu mal d'associer la théorie un peu à la pratique. Donc, pour aujourd'hui, on va s'intéresser d'abord à la localisation en utilisant les capteurs. Quels sont les types de capteurs qu'on utilise? Qu'est-ce qu'un capteur et comment ça fonctionne? Déjà, pour faire un résumé, donc aujourd'hui par contre, contrairement à la modélisation, on va d'abord faire la théorie avant de revenir sur la pratique pour que vous puissiez mieux comprendre en quelque sorte. Donc là par exemple, on a ici la représentation, on va peut-être représenter notre localisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici ce qu'on appelle une carte, d'accord? On place la carte par exemple comme ceci, la carte peut être une carte bien définie, et on met notre robot quelque part, même notre robot ici. Avec notre clé de couleur, que chacun puisse mieux voir cela. Donc, le robot peut être là comme ceci. D'accord. On sait que ça sera l'instant initial. Donc, de ce côté, on a ici X là et Y défini là. À l'instant initial, notre robot se localise et on sait que X, Y et oméga, bien sûr, sont nuls. On a vu ça pendant la localisation, pendant la modélisation autant pour nous. Maintenant, si à un instant donné, avec notre robot, vous se retrouvez quelque part ici. Donc, mettons ça ici comme ceci. OK. D'accord. Comment faire pour connaître la position de notre robot ici? Comment faire pour savoir que notre robot est par exemple à 5 mètres, 1 mètre par rapport à X et 2 mètres par rapport à Y? Si on a les capteurs, ça va être plus facile pour nous de pouvoir localiser cela. Pourquoi? Parce qu'on aura deux types de capteurs qu'on va utiliser, à savoir les capteurs. On va faire ça sous forme de tableau pour que vous puissiez bien comprendre la différence. On a les capteurs proprioceptifs, on a les capteurs proprioceptifs et les capteurs extéroceptifs. C'est quoi la différence entre un capteur proprioceptif et un capteur extéroceptif? Un capteur proprioceptif renseigne sur l'état interne du robot, tandis qu'un capteur extéroceptif renseigne sur c'est-à-dire l'environnement dans lequel se trouve notre robot. Donc, comme exemple, vous devez comprendre que tout comme les êtres humains comme nous sommes, par exemple, on a les capteurs proprioceptifs et les capteurs extéroceptifs qui nous permettent de donner les informations à l'instant donné, c'est peut-être comme ça, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Si on revient dans notre cas de robotique ici, quels sont les types de capteurs proprioceptifs et quels sont les types de capteurs extéroceptifs? Donc, les capteurs qui donnent des informations sur l'état interne de notre robot. Donc, si on peut discuter en quelque sorte, on a en quelques mots l'accéléromètre. Donc, voilà. L'accéléromètre, ici, l'accéléromètre, l'accéléromètre ici, c'est quoi? C'est un capteur qui permet au robot de pouvoir mesurer, ou bien qui nous permet de mesurer la vitesse d'accélération, c'est-à-dire la vitesse à laquelle avance notre robot. C'est ce qu'on appelle ici l'accéléromètre. Donc, grâce à l'accéléromètre, on est capable de connaître la vitesse sur notre robot. Donc, ce capteur, c'est un capteur bien sûr facile à mettre en œuvre lorsqu'on a des équipements robotiques. Et là, c'est plus pratique pour nous. On a également le compas. Donc, on va avancer là. On a aussi le compas. Le compas ici, c'est quoi? C'est un capteur également proprioceptif qui permet de localiser le robot, mais par rapport plutôt au pôle nord. Ça veut dire qu'on sait tous le compas, c'est ce qu'on appelle en occitan la boussole. Voilà, pour ceux qui se connaissent un peu là. Grâce au pôle nord, on va être capable de déterminer la position de notre robot sans trop se compliquer la situation, parce que c'est très facile à mettre en œuvre. On peut continuer notre exploration avec ce qu'on appelle, comme autre exemple de capteur proprioceptif, on a le gyroscope.
Le gyroscope ici, c'est quoi? Le gyroscope, c'est tout simplement ce capteur qui permet à un corps de changer d'orientation dans le plan ou dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, peut-être si on prend, lorsque vous prenez votre téléphone, par exemple, comme ceci, généralement à la maison, si vous mettez votre téléphone comme ça, je crois comme ça, oui, quand vous mettez votre téléphone comme ça, le téléphone ne change pas. En fait, là, nous sommes à la position verticale. Et si vous tournez, par exemple, le téléphone, généralement, vous avez ce constat, vous allez rendre compte que l'écran va faire une rotation de 90 degrés. Pourquoi votre téléphone tourne de 90 degrés lorsque vous avez activé la rotation automatique? C'est tout simplement parce qu'il y a, c'est tout simplement parce qu'il y a un gyroscope intégrer un capteur un gyroscope intégré dans votre téléphone, comme intégré dans le robot, qui permet avec le robot de pouvoir changer d'orientation en fonction des angles bien définis. En fait. Maintenant, on va donc avancer. On est conscient que pour un robot donné, on va intégrer à la fois l'accéléromètre pour pouvoir déterminer la vitesse du robot, le compas pour déterminer la position du robot par rapport au nord, le gyroscope pour pouvoir changer d'orientation, comme on s'est dit là. Vous voyez que ça fait assez de capteurs, et assez de capteurs, ça va aussi être un peu encombrant pour le projet de robotique. C'est pourquoi on résume l'ensemble de ces capteurs-là sur un capteur unique qu'on appelle le IMU. Le IMU en anglais, c'est ce qu'on appelle le Inertial Measurement Unit, c'est-à-dire la centrale inertielle. Cette centrale inertielle qui est quoi? Qui est ces capteurs qui, une fois montés sur le robot, intègrent à la fois l'accéléromètre, le compas et le gyroscope. Ça veut dire que lorsque vous avez donc la centrale inertielle intégrée sur votre robot, vous pouvez à la fois mesurer la vitesse, les vitesses de votre robot, vous pouvez changer d'orientation et connaître également les angles d'orientation simplement grâce à la centrale inertielle de votre robot. Vous voyez que l'avancée technologique permet également de pouvoir faciliter le travail et d'avoir 3 équipements pour faire chaque tâche différente. On a un équipement qui permet de faire les différentes tâches d'une façon plus simple et c'est ce qui nous pousse à avoir aujourd'hui des robots un peu plus simples en termes d'utilisation aujourd'hui. Il faut comprendre également qu'en plus de ces capteurs, parce que la vitesse qu'on a ici, c'est la vitesse du robot, d'accord? On a vu tout ça pendant la modélisation, l'orientation également du robot. On ajoute à ça ce qu'on appelle le codeur. C'est quoi le codeur? Le codeur, c'est simplement ces équipements, bien ces capteurs qui, une fois montés sur l'axe du robot, sur la roue, permet de donner les vitesses d'orientation, permet de mesurer les vitesses de chaque roue. Souvenez-vous, lors de la séance de la dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on avait 2 types de véhicules. On avait les véhicules différentiels et les véhicules serres. Et dans les véhicules différentiels, chaque roue avec un seul moteur. Voilà, c'est ça le cas ici. Donc, chaque roue avec un moteur bien précis. Donc, ça veut dire que lorsqu'on monte dans le capteur du codeur sur notre robot, on est capable d'avoir la vitesse sur chaque roue bien définie. Et si vous avez bien compris la modélisation, vous allez vous rendre compte que la dernière fois, on avait représenté, par exemple, la roue de gauche, si vous vous rappelez, avec sa relation à R, à savoir la vitesse de gauche était égale à phi de gauche fois R de gauche. Donc, c'est les éléments qu'on appliquait pour chaque roue pour pouvoir sortir la vitesse à droite, la vitesse à gauche et bien sûr la vitesse du robot. Donc, où est-ce qu'on prend cette vitesse? On prend un fil de gauche, grâce au codeur, c'est-à-dire l'encodeur, qui nous permet de donner la vitesse d'orientation et la vitesse linéaire sur chaque roue d'une façon instantanée. Donc, pour résumer en ce qui concerne les capteurs proprioceptifs, lorsque vous avez lorsque vous souhaitez travailler sur un projet de robotique et que vous souhaitez avoir des capteurs, vous devez chercher à avoir des capteurs qui vont vous permettre de connaître l'accélération de votre robot, c'est-à-dire la vitesse linéaire en bien. Donc là, pour cela, vous pouvez acheter l'accéléromètre. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer le compas. Le compas ici qui permet de mesurer ou bien de donner la position de votre robot par rapport à quoi? Par rapport au nord, dans ce qu'on appelle la position en notre terme. Donc vous pouvez aussi intégrer le gyroscope qui permet à votre corps, avec le robot de changer d'orientation. Tout comme votre téléphone, lorsque vous le placez comme ça, d'une façon horizontale, il change automatiquement si vous avez activé la rotation automatique. C'est simplement parce qu'il y a ce capteur de gyroscope à l'intérieur qui permet à votre téléphone ou à votre robot de changer d'orientation. Nous sommes tous conscients que pour un projet de robotique donné, intégrer tous ces capteurs, c'est un peu assez complexe. Donc, il est plus préférable pour vous d'acheter simplement la centrale inertielle. Pourquoi? Parce que grâce à la centrale inertielle, vous serez capable de localiser votre robot, de connaître l'orientation de votre robot ainsi que les vitesses aussi de votre robot si vous intégrez également les encodeurs.
Donc là, quand vous regardez là, c'est vraiment assez simple, ce n'est même pas assez compliqué. Pourquoi? C'est pourquoi aujourd'hui, en robotique, on utilise plus les capteurs, c'est plus pratique. Donc voilà, mais il faut aussi noter que c'est très simple, c'est pas compliqué, que ce soit pour la mise en œuvre, il faut juste avoir un peu de base, un peu en électronique, pour pouvoir savoir comment connecter ces différents éléments et éviter que voilà, les choses s'entremêlent. Sinon, dans l'ensemble, ce n'est pas compliqué. Maintenant qu'on est capable d'avoir les informations sur l'état interne du robot, c'est-à-dire qu'on est capable de connaître de quel angle tourne notre robot, à quelle vitesse peut tourner la roue de gauche ou la roue de droite. Maintenant, est-ce qu'on a les informations sur l'environnement externe de notre robot? Puisque on sait que notre robot, il est là, on a là toutes les informations qu'on veut grâce à ces capteurs. Maintenant, est-ce qu'on connaît par exemple la distance entre, voici un obstacle par exemple, on pose là, est-ce qu'on connaît la distance entre notre robot et l'obstacle qui est là? Donc, ça veut dire, quel est le capteur qui va nous permettre de donner la distance entre l'obstacle qui est là et notre robot? Quel est le capteur qui va nous permettre de pouvoir évaluer cette distance-là et d'éviter les obstacles? Voilà. À cette question, on va simplement dire, on va faire appel à ce qu'on appelle les capteurs extéroceptifs. Comme on a dit en définition, les capteurs extéroceptifs, ce sont ces capteurs qui vont nous permettre de connaître ou bien de donner les informations dans l'environnement sur lequel se trouve, dans lequel autant pour nous se trouve notre robot. Donc, comme exemple des capteurs extéroceptifs pour la localisation de notre robot, ce qui est plus pratique, très simple pour tout le monde parce qu'on utilise ça, que ce soit dans les téléphones, on aura simplement le GPS. C'est quoi le GPS? Le GPS, c'est ce qu'on appelle le Global Positioning System. Ça veut dire un système de positionnement global. On a ça dans notre téléphone qui est une technique, d'accord, qui est une technique, désolé, qui nous permet de nous localiser grâce à la triangulation. Comment fonctionne le GPS? D'une façon simple, ce n'est pas un coup de GPS ici, bien sûr, mais juste pour que vous avoir une idée sur le mode de fonctionnement. Donc, pour le mode de fonctionnement, le GPS reçoit, d'accord, le GPS reçoit les ondes voilà, du satellite. Une fois qu'il reçoit les ondes du satellite, il utilise ce qu'on appelle la triangulation. Donc, une fois qu'il va effectuer ça, il va donc nous permettre de localiser, d'estimer notre position à un instant donné. Ça veut dire qu'il reçoit les ondes. Maintenant, quand le robot ou bien votre téléphone, peu importe, reçoit les ondes émises par le satellite, maintenant, il va appliquer la triangularisation. Une fois que la triangulation est appliquée, il va donc estimer la position du corps. Voilà un peu le principe assez simple et je dirais peut-être très compréhensif du GPS. Maintenant qu'on a la possibilité de connaître notre position, la position du robot, c'est-à-dire en longitude et en latitude, on doit aussi être capable de connaître à quelle distance se trouve notre robot par rapport à l'obstacle, un obstacle donné. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les télémètres. Donc, on a les télémètres radio, donc on peut utiliser pour pouvoir estimer. Donc, désolé, télémètre, on va effacer ici. On est sur le télémètre radio. Désolé, on a le télémètre radio qu'on appelle communément le radar. Même dans les films, on voit souvent ça avec le radar qui permet de pouvoir estimer la distance entre un corps et un objet et bien d'autres. Mais en robotique, on n'utilise pas plus, on utilise plus le télémètre infrarouge, donc ce qu'on appelle communément LIDAR. Donc voilà, pour nous, on va plus travailler avec le télémètre infrarouge, ce qu'on appelle LIDAR. Pourquoi? Parce que lui, il utilise, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise plutôt les ondes, voilà, les ondes, il émet le son. Donc on sait tous que la vitesse du son dans le vide, c'est 3 fois 10 8 mètres par seconde. Et que dans le vide, s'il n'y a pas d'obstacle, le son est infini. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre le son. Une fois que le son va frapper ou heurter un obstacle, il y aura le retour. Et maintenant, le LIDAR va donc exploiter le temps aller et le temps retour pour pouvoir déterminer la distance. Parce qu'on sait que la vitesse qui est dans la distance divisée par le temps. Donc, si on sait que la vitesse dans le temps, la vitesse du son dans le vide, c'est 3 fois 10 au 8 mètres par seconde. Et ici, on a le temps aller, le temps retour. Ça veut dire que si le son met 4 secondes pour aller et peut-être 4 secondes pour revenir, c'est un exemple, on peut donc estimer, on peut trouver D en calculant simplement V fois D. C'est sur cette base-là que le LIDAR ou bien le télémètre infrarouge fonctionne en quelque sorte. On exploite ça pour pouvoir déterminer la position de notre robot par rapport à l'obstacle. D'une façon globale et simple, vous devez retenir que lorsqu'on a affaire à un projet de robotique, si on veut peut-être utiliser les capteurs extéroceptifs, si vous souhaitez connaître la position de votre robot, il est plus mieux
d'intégrer un capteur GPS parce que grâce à sa réalisation, ça va être plus pratique pour vous de pouvoir connaître vos robots, la position de vos robots à un instant donné d'une façon instantanée, très simple. Maintenant, vous pouvez aussi également utiliser, vous devez aussi utiliser les capteurs, ce qu'on appelle les télémètres infrarouges, qui permet, grâce communément appelé LIDAR, qui va donc émettre les sons, d'accord, par les ondes infrarouges, par les sons, qui va émettre les ondes infrarouges et le temps aller et retour va nous permettre d'estimer la distance. Il y a aussi le capteur sonar. Le capteur sonar, qu'on peut exploiter, qui est plus utilisé en robotique sous-marine, ou ceux qui fabriquent les robots sous-marins, parce que là, l'exemple le plus courant, c'est le sonar, par exemple. On utilise pour ceux qui travaillent sur les robots sous-marins, là, ils utilisent plus le sonar pour estimer la position du robot par rapport au robot sous-marin. Donc, voilà, mais dans notre cas, on va plus travailler avec le LIDAR. Maintenant, à côté de ça, donc, vous devez donc être capable de pouvoir équiper tout cela sur le robot. Comment on met tout cela sur le robot d'une façon simple? Si on regarde ici, on va peut-être mettre là, donc pour que vous puissiez mieux voir, on va expliquer à la fois les capteurs extérieurs et les capteurs proprioceptifs. Ok, là, notre robot, il est là. On veut connaître la position de notre robot par rapport à lui-même. On veut connaître l'état interne de notre robot. On fait appel au capteur proprioceptif. Lorsqu'il faut chercher la position de notre robot, bien les informations de notre robot par rapport à l'environnement, on fait appel au capteur extéroceptif. Si on vient là, par exemple, on veut connaître de quel angle tourne notre robot, on va faire appel à quoi? Au codeur. Donc le codeur va nous permettre simplement de pouvoir connaître la vitesse d'orientation sur chaque roue bien définie. Maintenant, si on veut peut-être connaître la vitesse à laquelle, disons, la position de notre robot par rapport au pôle nord, on utilise le compas pour pouvoir organiser cela. Si on veut connaître la vitesse de déplacement de notre robot, on peut utiliser l'accéléromètre. On est d'accord que la centrale inertielle intègre déjà tous ces éléments. Maintenant, en ce qui concerne les capteurs extéroceptifs, si on veut connaître, par exemple, la distance entre notre robot que voici et l'obstacle qui est bien défini ici, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser simplement ce qu'on appelle le capteur, le LIDAR autant pour nous. Donc, si on veut estimer la position de notre robot par rapport à un obstacle bien défini, on peut utiliser le LIDAR. Donc, voilà ici ce qu'on appelle un capteur infrarouge. C'est ça ici. Quand vous regardez là, c'est un capteur infrarouge ici, donc qui nous permet autant pour nous d'estimer la position de notre robot par rapport à un obstacle donné. On a encore l'autre ici. Si vous regardez là, donc là, c'est un autre capteur ici. Infrarouge toujours bien défini. On a aussi la caméra, donc tout à l'heure au niveau des capteurs extéroceptifs, donc ça ici, là c'est la caméra ici qui permet de filmer et de traiter les images en même temps, donc qu'on intègre sur notre robot. Donc voilà un peu en quelques mots. Il y a aussi le détecteur d'obstacles ici que vous voyez là. Donc si vous regardez ici, vous allez vous rendre compte que là c'est le détecteur d'obstacles. D'une façon aussi simple, vous pouvez comprendre que pour que votre robot soit équipé et prêt pour se localiser, vous avez la possibilité d'utiliser les capteurs pour pouvoir facilement vous localiser. Et comme vous avez vu tout à l'heure là, c'est très facile de mettre en œuvre les capteurs parce que ce n'est pas compliqué. Il faut juste avoir un peu de notions de base sur un peu en électronique, voilà, pour être capable de bien connecter. Si vous regardez par exemple ici, si vous connectez par exemple mal la caméra, ça ne va pas fonctionner. De ce côté, si vous connectez par exemple mal le LIDAR, ça ne va pas peut-être fonctionner également. Si vous inversez le sens ici, par exemple, là, c'est un autre capteur ici, le capteur infrarouge là. Donc, si vous voulez par exemple déterminer l'obstacle par rapport en arrière en fait du robot, donc si vous avez mal connecté, le capteur également ne doit pas fonctionner. On a aussi le détecteur d'obstacle qui est là, qui est bien défini ici. Donc, rassurez-vous simplement de bien connecter vos équipements, vos capteurs, et rassurez-vous que vos capteurs soient vraiment de bonne qualité. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un capteur qui va peut-être, un LIDAR qui va vous dire, ok, l'obstacle est peut-être à 10 mètres, pourtant l'obstacle est bien là. Donc, là, vous devez être un peu plus regardant sur la qualité de vos équipements lorsque vous faites les achats de vos équipements. Donc, pour faire ça, vous devez comprendre qu'en robotique, pour localiser un robot, la façon la plus simple, c'est d'utiliser les capteurs. Mais il faut comprendre que ces capteurs peuvent également être défaillants. Et lorsque ces capteurs sont défaillants, on a recours à d'autres techniques de localisation telles que l'odométrie, la localisation par fusion et bien d'autres. Donc, on va terminer notre séance d'aujourd'hui en vous présentant juste en quelques mots ce qu'on appelle les codeurs. Tout à l'heure, on a dit que les codeurs nous permettaient autant pour nous de pouvoir calculer la vitesse, définir la vitesse de chaque roue, que ce soit la roue arrière, la roue avant et bien donc là.
Mais vous devez comprendre qu'on a deux types de codeurs. On a ce qu'on appelle les codeurs absolus et les codeurs relatifs. Donc là, on ne va pas entrer en détail pour vous expliquer la différence entre tout ça, mais tout ce qu'on va faire, on va simplement mettre un lien de description, d'accord, dans les commentaires qui explique en quelque sorte la différence entre un codeur absolu et un codeur relatif. Vous allez donc aller, pour les curieux, ils vont aller peut-être bien comprendre ça, parce que ce n'est pas l'objet de notre formation, c'est juste pour vous donner une idée sur ces capteurs, comment on les utilise. Et voilà. Mais si vous voulez vous spécialiser dans la construction des capteurs et comme ça peut être intéressant, pourquoi pas, de jeter un coup d'œil pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre la différence fondamentale au niveau des normes de piste, par exemple, au niveau des disques qui sont en piste, et bien d'autres là. Donc c'est toujours intéressant pour les plus curieux d'entre vous. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous avez affaire à un projet de robotique, on vous demande par exemple de localiser ou de sortir les éléments nécessaires pour localiser votre robot. Vous devez donc choisir le type de capteur que vous devez utiliser, le type de localisation qui vous paraît en fait un peu plus pratique. Donc, vous avez le choix entre l'odométrie, les balises, la fusion des données et les capteurs. Aujourd'hui, on a vu les capteurs. Dans la prochaine séance, on va commencer avec l'odométrie. Comme vous avez vu, au niveau des capteurs, on n'a pas de calculs à faire. Mais par contre, au niveau de l'odométrie, on va faire quelques calculs. Ben, ce n'est pas pour vous frustrer, non. On va juste faire des calculs assez simples, d'accord? Et on va manipuler la probabilité, parce que lorsqu'on parle de l'odométrie, supposez que, en quelque sorte, le capteur-ci, on prend le même projet de la dernière fois, et qu'on envoie peut-être ce projet, disons, en Mars, peu importe, sur Mars, et que les capteurs sont différents. Comment on fait pour localiser notre robot? Pour localiser notre robot, les capteurs sont différents. Ça veut dire qu'on ne peut plus recevoir les données fournies par le robot. Si on ne peut plus recevoir les données fournies par le robot, on est au moins capable de connaître la position de notre robot. Donc c'est à ce niveau-là que les calculs interviennent en utilisant bien sûr l'odométrie, comme on a dit, qui est une technique qui permet de mesurer la vitesse d'un corps en déplacement. Donc ne vous inquiétez pas, parce que dans la prochaine séance, on va commencer avec l'odométrie. On va vous présenter d'abord une introduction. Sinon, c'est l'essentiel de notre séance d'aujourd'hui, juste pour introduire un peu la localisation. Vous voyez qu'une fois qu'on a bien modélisé notre robot, il est plus facile pour nous maintenant de pouvoir localiser ça, et après ça, on va attaquer plus tard le mapping. Et ça sera très facile pour nous de pouvoir simuler cela avec ce qu'on appelle finalement en robotique le SLAM. Donc voilà, en robotique, on appelle ça finalement le SLAM. Donc pour la simulation de la localisation et du mapping. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des logiciels déjà définis pour pouvoir faire cela. Donc, on pense par exemple à Gazebo, par exemple, pour la simulation de ce côté. Et il y en a aussi URDF pour pouvoir se modéliser pour ceux qui travaillent plus avec ROS dans ce sens-là. Mais sinon, il y a d'autres logiciels qu'on peut utiliser pour pouvoir faire le même travail. Mais nous, plus tard, dans notre formation, on va travailler plutôt avec ces différents logiciels qu'on vous a présentés pour faire le SLAM. En fait. Mais sinon, si vous regardez dans notre chaîne YouTube, vous allez voir quelques démos de SLAM qu'on a déjà essayé de faire, et on publie juste en mode short. Mais là, c'est juste voilà, un titre de recherche, mais pour une formation, on va préparer une petite vidéo de formation pour vous expliquer comment cela fonctionne. Donc, voilà pourquoi il est important pour vous d'abord de comprendre comment fonctionne la localisation, de comprendre les techniques de localisation. Et pour chaque technique, vous devez peut-être pas maîtriser toutes les techniques, mais il est plus primordial pour vous de maîtriser au moins 2 techniques de localisation pour savoir que si une technique ne fonctionne pas, on peut faire recours à une autre technique au moment venu. Sinon, portez-vous bien, et on espère que dans la prochaine séance, on va commencer ensemble, et ça sera un peu plus intéressant parce qu'on va faire un peu quelques calculs. Cette séance-ci était très simple, et nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire savoir cela en commentaire. S'il y a des questions, n'hésitez pas également à laisser vos questions en commentaire. Ou bien si vous connaissez d'autres techniques de localisation, peut-être qu'on n'a pas abordé dans cette séance-ci, vous pouvez également noter ça. Ou bien si vous avez d'autres idées, ou bien d'autres types de capteurs, que ce soit proprio ou extéroceptif, vous pouvez également mentionner ça en commentaire, ou bien nous faire un mail, comme la plupart d'entre vous souhaitez plus de dans ce sens-là. Sinon, on se dit à très bientôt pour la prochaine séance. Merci et à bientôt.